Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, nouvelle prorogation du mandat des députés, légalité et pertinence avec Dr Mamadi Sissoko, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'université. Dr Sissoko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour vous. Merci beaucoup. Monsieur Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. Monsieur Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat. Maître Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour vous. Merci beaucoup. Et notre quatrième invité est Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste et chercheur au CRAPES, Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Dr Sissoko, bonsoir. Bonsoir, M. Dissa. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. Merci beaucoup. Docteur Sissoko, bientôt peut-être une deuxième prorogation du mandat des députés sans l'avis du peuple. Alors, quel respect a-t-on pour le mandat de ce peuple-là? Bon, j'ai pour habitude d'introduire toujours par la définition des concepts. Et je souligne en même temps la problématique. L'intérêt du sujet, ça je te laisse. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Du député. Député malien. Qu'est-ce qu'un député? Un député, c'est un représentant du peuple, élu par les citoyens, et qui siège à l'Assemblée nationale en son nom. C'est pourquoi nous appelons l'Assemblée nationale la représentation nationale. Mais on ne devient pas député sans être élu. Et quelle est la problématique de ce sujet? Peut-on devenir député sans être élu? Les pouvoirs constitués, dont le gouvernement, a-t-il le pouvoir de faire des députés sans l'avis du peuple? Voilà la question qui se pose derrière ça. Et quel est l'intérêt? Il s'agit de savoir quelles sont les limites des pouvoirs constitués dans une démocratie représentative. Donc le sujet est assez intéressant. Donc c'est pour répondre à ta question. C'est inconstitutionnel. La Constitution, en son article 61, est claire. Les députés sont élus pour 5 ans. Une loi organique ne peut pas modifier la norme constitutionnelle sans la violer. Puisque la Constitution est supérieure à la loi organique. La Cour constitutionnelle qui régule cette application de la Constitution est fondée à reporter des élections pour des raisons, de façon souveraine. Mais la Cour n'est pas fondée à proroger les mandats des députés. Seul le peuple peut faire et refaire les mandats. Le mandat, par définition, est la conséquence d'une élection. Alors moi, je crois que ce gouvernement devient autoritaire, puisqu'il ne prend pas en compte la volonté fondamentale du peuple malien. Et je crois que Mabe Sogodou Mansi Koloma, la première fois nous les avons dit, on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre qu'un député est toujours élu, que les circonstances pour lesquelles ils sont en train de passer par des graves violations comme ça, parce que ça, ce n'est pas la fraude à la Constitution. La fraude à la Constitution, c'est soulever la forme. Or, ici, on viole une norme constitutionnelle. C'est une violation grave. D'accord. Merci, docteur Voilà. Sissoko. Pour le moment. Monsieur Kamara, est-ce que nous respectons ainsi le mandat du peuple, selon vous? Merci, M. Dissa. Merci aux téléspectateurs d'Africable. Avant de répondre à votre question, nous venons de terminer le mois de Carême. Je voudrais formuler le vœu que les prières, les privations, les vœux qui ont été formulés pendant ce mois saint-là puissent véritablement être exaucés. Et je saisirai aussi cette occasion pour présenter mes condoléances à toutes les victimes civiles et militaires de notre pays et aussi à la famille de l'honorable Modindiaï qui est décédé pendant ce mois de Carême. Un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, même si, n'est-ce pas, nous ne sommes pas
dans les mêmes positions politiques, mais quelqu'un quand même qui a pu prouver à travers son sens de l'État, son humilité, une façon, n'est-ce pas, de servir l'État. Cela dit, la question, n'est-ce pas, le débat qui est posé aujourd'hui est extrêmement intéressant. Et je crois que j'ai en face de moi d'éminents juristes. Ce ne serait pas mon rôle autour de cette table de vouloir entrer dans des débats de légalité ou de légitimité. Mais il a dit dans son propos, le docteur Sissoko a dit dans son propos que le député, c'est quelqu'un qui a le mandat du peuple. Et au regard de la démonstration faite, on constate véritablement que l'aspect légal, n'est-ce pas, de la question ne souffre pas d'ambiguïté. Mais la question que je me pose, c'est la question, premièrement, de l'opportunité. Est-ce que c'est opportun, oui ou non, de proroger le mandat des députés? Si oui, on comprend qu'il faut la proroger. Sinon, qu'est-ce qu'on propose alors en dehors de cette prorogation? Et à mon avis, n'est-ce pas, c'est tout à fait opportun. D'accord, on aura certainement le temps de parler de l'opportunité de ce mandat, mais ma question, M. Camara, était plutôt relative en fait au respect du mandat du peuple. Est-ce que nous avons un grand respect pour le mandat du peuple? Parce que Dr Sissoko l'a dit, un député est élu. Et pour un temps bien déterminé, le peuple a choisi ses députés pour 5 ans et on n'en finit pas de proroger alors ces différents mandats-là. Sans l'avis du peuple, est-ce que nous respectons le peuple malien? Bon, je pense que nous respectons le peuple. Et d'ailleurs, ceux qui prennent cette initiative de la prorogation du mandat des députés sont au service du peuple. Et du haut de leurs fonctions et au regard des responsabilités qu'ils occupent au sein de l'État, je me dis que c'est dans l'intérêt même du peuple que certaines décisions sont prises, même si ces décisions-là, n'est-ce pas, donnent l'impression de ne pas respecter l'orthodoxie d'un point de vue juridique. D'accord. Merci, M. Camara. Maître Touré, alors quel respect a-t-on pour le mandat du peuple ainsi? Merci beaucoup, M. Dissa. Moi, je pense qu'après l'intervention de Sissoko, je vais faire l'économie de certains aspects et revenir directement sur votre question. Je pense que la question du respect du mandat des députés est une problématique qui s'inscrit dans une autre problématique beaucoup plus générale, celle de la démocratie même et de notre système démocratique. Et ça a été rappelé ici que les députés sont les mandataires du peuple. Et l'idée même de mandat à la base, c'est qu'on donne un pouvoir à une personne, on l'institue dans une charge ou dans une fonction pendant une période déterminée afin qu'elle accomplisse des actes bien déterminés. Une fois cette période arrivée, le mandataire ne peut pas proroger seul le mandat sans le mandat. Les causes sont bien déterminées dans le cadre de la prorogation. Nous sommes dans une situation où on devient député par les élections. Et ces élections sont organisées de manière périodique et la limite est fixée par la Constitution. Et dans le cadre de cette démocratie représentative, nous avons des instances de régulation, notamment la Cour constitutionnelle. À partir du moment où le peuple élit ses députés, qui le représentent dans la représentation nationale, le peuple perd en quelque sorte certains moyens pour pouvoir contrôler l'action des députés. Donc c'est comme si on donne à une personne le permis de conduire sans pour autant lui imposer un code de conduite pour éventuellement sanctionner les excès de vitesse, les surcharges et tout ce qui s'ensuit. Donc ça pose dans le fond la question de la problématique de la démocratisation même de l'exercice des pouvoirs et des compétences qu'on délègue à des personnes. Donc à ce niveau,
il y a eu des améliorations, notamment des réflexions sur les modes d'élection, l'instauration de la proportionnalité pour qu'il y ait plus de fidélité entre les représentants et les peuples. Il y a également les primaires qu'on organise au sein des partis pour pouvoir avoir le maximum de proximité entre les élus et les personnes qui les désignent. Il y a aussi des autorités indépendantes qui ont la charge de la régulation des institutions et qui sont là maintenant pour veiller au respect des mandats, au respect des textes, notamment ce que la Constitution prévoit. La Cour constitutionnelle, elle intervient dans ce cadre comme une autorité indépendante qui est neutre et qui doit réguler chaque fois qu'il y a des écarts qui sont constatés. Donc, le respect du peuple de manière substantielle est prévu dans le cadre de l'organisation des institutions. Maintenant, l'effectivité du respect de la volonté des peuples, c'est ça l'une des attributions de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, chaque fois qu'elle se retrouve en face d'une situation dans laquelle les mandataires veulent toucher à leur mandat alors que le mandant initial ne peut plus agir directement, la Cour constitutionnelle a l'obligation de donner un avis sur cette prorogation. Et notre Cour constitutionnelle, elle a donné un avis. Elle a pensé que... Pour la première fois. Pour la première fois, elle a pensé que la prorogation était une nécessité et que ça n'entravait pas les règles constitutionnelles. Donc nous sommes dans cette situation. Dire que le vote du peuple n'est pas respecté, alors que l'instance en charge de veiller au respect de la volonté du peuple a dit que ce n'est pas un manque de respect, c'est une question qui peut poser des questions, beaucoup de questions d'ailleurs dans notre cas précis. D'accord. Donc la situation est assez complexe et je pense que il y a beaucoup de paramètres qui sont rentrés en compte dans le cadre de l'émission de cet avis par rapport à la prorogation du mandat. Ils ne sont pas allés simplement sur la base du droit. Parce que dans la fonction de régulation, on ne tient pas compte simplement du droit. Parce que le droit constitutionnel, c'est du droit pur, les normes, mais également la réalité sociale et la réalité politique. Sauf que ce que la Cour a donné comme avis et qui a donné lieu à une norme qui a prorogé le mandat pour la première fois, heurte la sensibilité et la compréhension de la majorité du peuple qu'il faut écouter et aussi surtout comprendre. Parce que les décisions qui sont prises dans ces instances-là ne peuvent être des décisions utiles et efficaces que lorsqu'elles sont comprises. Et apparemment, dans le cas précis, cette prorogation, en tout cas le projet de prorogation qui est en jeu, n'est pas un projet qui est compris, encore moins accepté. Merci Maître Touré, Docteur Sissoko. Projet de prorogation pas encore compris. Est-ce qu'on peut vraiment penser que cette nouvelle prorogation encore vraiment tient en compte le respect alors du mandat qu'est le peuple malien? Je pense que la tendance aujourd'hui sur laquelle on veut nous amener, c'est de poser le problème comme étant un problème juridique. Et si c'était un problème juridique, je pense que je n'aurais pas été invité sur ce plateau. Parce que, n'étant doté d'aucune compétence juridique pouvant me permettre de défendre cela. Donc, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte dans le cadre de cette prorogation-là, et notamment le contexte politique dans lequel nous sommes. Et Maître l'a rappelé tout à l'heure, l'avis de la Cour constitutionnelle n'est pas basé que sur le droit, mais ça prend en compte la situation politique dans laquelle nous sommes. Et pour rappel, justement, cette situation politique a évolué comment ces dernières années? Dès l'instant que la Cour constitutionnelle, qui prend sa légitimité, son fondement dans cette même constitution qu'on est en train de défendre, dès que cette Cour constitutionnelle, qui a le rôle également de veiller à la constitutionnalité des lois, dès que cette Cour constitutionnelle se prononce sur une question, pour moi, le débat est clos à ce niveau-là. La question de la légalité de la prorogation du mandat des députés ne se pose plus. Maintenant, qu'est-ce qui nous a amené à cela? Quels sont les problèmes qui se sont greffés à tout cela? Nous venons de quitter une élection présidentielle qui a mis à nu notre système démocratique, qui a mis à nu notre système électoral. Et c'est la classe politique qui, dans son large majorité, a dit qu'il n'y a pas question d'aller à une autre élection sur la base de ce système électoral-là. Or, nous étions à la fin, justement, d'un mandat des députés. Qu'est-ce qu'on devait faire? Il y avait plusieurs possibilités, plusieurs scénarios ont été proposés. La prorogation n'est certes pas l'exercice démocratique la plus apte
pour une jeune démocratie, pour une démocratie vivante, mais parmi les propositions qui nous sont offertes aujourd'hui, elle est la meilleure de loin parmi toutes les autres propositions qui sont faites. D'accord. Oui, allez-y. Et pour preuve, je m'en vais dire tout simplement que dans le processus qui a conduit à la prorogation du mandat des députés, toute la classe politique, je dis bien toute la classe politique dans son ensemble a été consultée. Maintenant, l'objet de la consultation, ce n'était pas de mettre tout le monde d'accord, parce que tout le monde d'accord, on n'est plus en démocratie, bien entendu. Donc l'objectif, c'était de recueillir les avis des uns et des autres et de pouvoir permettre au gouvernement et à l'Assemblée nationale de se prononcer et de prendre une décision in fine. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, dès l'instant pour moi que l'avis de la Cour constitutionnelle est très clair sur cette question, qu'on soit d'accord ou pas avec la Cour constitutionnelle, tout le monde connaît mon avis par rapport à cette Cour constitutionnelle, mais dès l'instant, si on se veut républicain, dès l'instant que cette Cour constitutionnelle donne son avis, la question de la légalité ne se pose plus de mon point de vue. D'accord, merci docteur Sissoko. Docteur Sissoko, je me retourne vers vous. Alors, faut-il aller vers une prorogation? Sinon, quelle autre option en fait s'offre à nous? Avant d'arriver à cette question, il y a des précisions. D'accord. Dire que je ne savais pas que la question est sur la légalité, je ne suis pas d'accord. La question est claire. Légalité et pertinence. Donc, il s'agit de quoi ici? Nous débattons de quoi? De la légalité et de la pertinence. Tu le savais? Non. Tu le savais? Là, le sujet est là. D'accord, docteur, on y va. Quelle est la question aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Il s'agit de savoir, selon le sujet, si cette démarche est-elle légale ou et comment et si elle est pertinente. Voilà la question. Elle est illégale. Illégale. Et on n'a pas besoin d'être juriste pour le savoir. La Constitution, qui est la norme supérieure, dit les députés sont élus pour 5 ans. Il y a une loi organique qui vient faire la révision implicite de la Constitution en nous disant que le député peut aller au-delà de 5 ans. Alors qu'une loi organique est inférieure à la Constitution, il y a forcément illégalité. Pendant que vous parlez justement de Constitution, docteur Sissoko, est-ce que notre Constitution est muette ici, dans des circonstances? Elle est très explicite. Que dit notre Constitution? Notre Constitution, à l'article 61, dit 61. Il dit les députés sont élus pour 5 ans. Une loi détermine les modalités de cette élection. Voilà tout l'article 61. Ça veut dire que les mandats sont déterminés et sont limités. Donc si la durée est déterminée, le nombre de mandats, c'est-à-dire on peut être toujours candidat à la députation, mais la durée des mandats ne peut pas dépasser 5 ans. C'est clairement dit dans la Constitution. Or, la loi organique ne peut pas modifier ça. La durée du mandat ne peut pas dépasser 5 ans, docteur. 5 ans. Malheureusement, il se trouve que, au terme de ces premiers mandats, nous n'avons pas pu organiser des élections législatives. Alors que dit notre Constitution? La Constitution nous dit de faire quoi ici? C'est très simple. Il y a plusieurs solutions. Le droit constitutionnel, tout le droit constitutionnel ne se trouve pas dans le corpus constitutionnel. Je veux dire dans le texte constitutionnel. Et la Cour constitutionnelle sait très bien cette vérité-là. Vous savez que le président de la République peut utiliser une première arme, qui est la dissolution de l'Assemblée nationale, avant la fin des mandats. Quand il dissout l'Assemblée nationale, tout de suite, la CENI organise le ministère fixe les élections et la CENI commence la préparation. Mais à un certain niveau, la CENI va se rendre compte qu'elle ne peut pas organiser les élections, du fait de manque de moyens ou d'autres choses. La CENI saisit en rapport avec le ministère de l'Administration, saisit directement la Cour constitutionnelle qui peut proroger les mandats jusqu'à 6 mois. Elle a cette compétence. C'est ce qui s'est passé. Et pendant 6 mois, non. Là, ça se fait dans les règles. Il y a eu d'abord la première prorogation. Non, il y a eu la dissolution. Il n'y a pas eu la dissolution. Non, il n'y a pas eu la dissolution. On a attendu la fin des mandats. Totalement, ils sont devenus, c'est-à-dire sans mandat.
Quelqu'un qui n'a pas de mandat, mais il peut faire quoi? D'accord, docteur. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, cette première démarche, le président peut dissoudre, il pouvait dissoudre l'Assemblée nationale. Et en ce moment, on a 45 jours pour organiser les législatives. Et si dans les 45 jours au maximum, on ne peut pas organiser les élections, immédiatement, on saisit la Cour constitutionnelle qui peut donner autant de délai à la CENI pour organiser les élections. D'accord. La deuxième solution, c'est qu'un gouvernement, dans la coutume constitutionnelle, qui n'a pas eu le temps de présenter son programme à l'Assemblée nationale, notamment du fait de la fin des mandats, peut légitimement exécuter son programme à partir de l'avis positif exceptionnel de la Cour constitutionnelle. C'est ainsi que le budget, lorsque le budget n'arrive pas à être exécuté par le Parlement, que fait? C'est l'ordonnance qui permet tout de suite au gouvernement d'exécuter son budget. D'accord, maintenant, docteur. Donc, il y a des solutions que de violer ou de méconnaître la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ignore que seul le droit peut nous sortir de cette situation. Si les solutions politiques étaient à même de nous faire sortir de cette situation, alors là, on serait déjà sorti. Mais pour répondre à sa deuxième question, on a prorogé pour une première fois. Quelle a été la pertinence? Ça n'a servi qu'à renverser un gouvernement. Je l'ai toujours dit. Quand les politiciens s'associent, c'est pour un coup contre les citoyens. D'accord, maintenant, docteur, donc, s'il vous plaît. Quelle est la pertinence? Quel est l'impact de la première prorogation? Il se trouve que moi aussi, pour 1 heure de temps, j'ai un agenda très clair. Voilà. En fait, j'ai vraiment des objectifs à atteindre. Dites-moi, docteur. Si vous ne voulez pas de la prorogation... C'est pas que je veux, la question n'est pas là. Non, non, c'est pas vous. Non, voilà. C'est... D'accord, docteur, si... C'est légal ou c'est illégal? Si la prorogation n'est pas légale... C'est pas légal. D'accord. Voilà. La prorogation moi, n'est pas mon légale. avis importe peu. D'accord. Voilà. La prorogation n'est pas légale. Elle est inconstitutionnelle. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Maintenant, c'est ce que je t'ai dit. Deux hypothèses. Où le président dissout l'Assemblée tout de suite. Et immédiatement, il met en branle l'organisation des élections législatives. Parce que la Constitution dit au maximum dans 45 jours, il faut organiser les législatives. Si nous n'arrivons pas, la CENI va demander à la Cour constitutionnelle, souverainement, qui va apprécier et qui va aviser. S'il accepte 6 mois, 1 an, la Cour constitutionnelle a cette compétence. Et pendant ce temps, nous sommes quand même dans une situation qui permet au gouvernement d'agir par ordonnance. Et ces ordonnances ont 3 mois chaque fois. Mais le gouvernement peut agir de façon illimitée. Mais les ordonnances qu'il prend sont des ordonnances qui n'ont qu'une durée de 3 mois. Merci. Ça, c'est la première hypothèse. Tu m'as demandé les solutions. La deuxième encore, ça sort d'une coutume. La coutume dit quoi? La coutume est une source de droit. Donc, en tant que source de droit, on peut bel et bien donner compétence à un gouvernement qui n'a pas eu à présenter son programme, parce que le nouveau gouvernement n'a pas présenté encore son programme à l'Assemblée. D'accord. D'abord, il n'y a pas d'Assemblée. Je ne sais pas à qui il va présenter. Allons-y. Et immédiatement, il revenait, le gouvernement peut agir par ordonnance. Les gens craignent que agir par ordonnance, ça peut créer des problèmes. Dis ça. 1 minute. Dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans quelle situation? Quand tu prends la procédure législative aujourd'hui, qui commande? Ce sont toujours le gouvernement. La loi, quand tu prends la procédure législative, l'Assemblée joue peu de rôle. L'Assemblée ne fait que voter. D'accord. Et les commissions. C'est toujours cette majorité qui gouverne. D'accord, merci docteur. Vous aurez encore un autre tour de non, ne nous faites pas quand même dire qu'on court quelque chose. Je vous en prie. On est déjà là-dedans. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Monsieur Camara, faut-il proroger ou pas? S'il ne faut pas proroger, qu'est-ce que vous auriez proposé en lieu et place de la prorogation? Donc, relativement au thème, en réalité, la question de la légalité, comme je l'ai dit dans mon propos, je ne suis pas juriste pour me prononcer là-dessus. Je crois que les juristes ont donné leur avis, mais je me dis que la Cour constitutionnelle sera le dernier recours par rapport à cette question. Maintenant, en ce qui concerne la pertinence, à mon avis, la pertinence, n'est-ce pas, de cette prorogation, elle est indiscutable. Pourquoi? Parce que, compte tenu, n'est-ce pas, de la situation sociale, politique, économique, sécuritaire du pays aujourd'hui, se retrouver dans une situation où
alors il n'y a pas d'assemblée, ça ne fera que en rajouter aux problèmes que nous connaissons. Il est clair que, au regard, n'est-ce pas, de ce que le juriste a avancé, le gouvernement, n'est-ce pas, notamment le président de la République, pourra gouverner par ordonnance, n'est-ce pas, si cette assemblée, alors, était amenée à être déclarée incompétente à exercer, n'est-ce pas, le pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle. Mais à ce niveau, n'est-ce pas, la question qui se pose, c'est que déjà, chacun pourrait comprendre que, alors, le président de la République va davantage, n'est-ce pas, concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, en tout cas, notamment le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Parce que le gouvernement, n'est-ce pas, relève du président de la République. Donc, c'est cette situation-là qui fait que, à mon avis, n'est-ce pas, à l'analyse, je pense qu'il y a quelque part un vide juridique. Je ne sais pas si les juristes seront d'accord avec moi. Parce que la Constitution dit que les mandats, c'est pour 5 ans. Mais malheureusement, cette Constitution n'a pas prévu la situation exceptionnelle que nous connaissons aujourd'hui. La Constitution, en l'état actuel, n'a pas prévu qu'on soit en incapacité de pouvoir organiser les élections. Je peux répondre? Non. Permettez que je termine. Hein. Maintenant, cela dit, à mon avis, à ce niveau, n'est-ce pas, il y a un vide juridique. Je ne suis pas juriste. Je lui laisse le privilège, n'est-ce pas, de cette expertise. S'il vous plaît, docteur. Alors, le privilège de cette expertise-là. Mais, cela dit, je pense que la Constitution, ce n'est pas non plus un dogme. À mon avis, la Constitution, n'est-ce pas, c'est la loi fondamentale, mais au-dessus de la Constitution, il y a la vie, n'est-ce pas, du peuple, il y a la vie de la nation, il y a le devenir, n'est-ce pas, de la société, il y a la survie même, n'est-ce pas, du pays. Donc, à mon humble avis, toute mesure qui pourrait être prise par ceux qui détiennent la réalité, n'est-ce pas, du pouvoir de l'État, pour permettre à la nation de continuer à survivre, à, en tout cas, disposer, n'est-ce pas, des éléments indispensables à sa survie, je pense que ces mesures-là doivent être encouragées. Et c'est pourquoi je crois, en tout cas, que les politiques ont compris ça, que au moins à ce niveau, il y a un minimum d'accord à avoir pour pouvoir véritablement, n'est-ce pas, favoriser cette prorogation du mandat des députés. D'accord. Merci, M. Camara. Maître Touré, faut-il proroger ou pas? Quelle autre option auriez-vous proposé au cas où il ne faut pas proroger et pourquoi? Bon, moi, je pense que déjà, on a déjà prorogé. On est dans la prorogation de la prorogation. Justement. Donc, le débat de la légalité pour la première prorogation avait été posé. Cela ne se pose plus. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle prorogation. Et cette nouvelle prorogation, comme la première prorogation d'ailleurs, on dit très souvent que c'est nécessaire, c'est pertinent. C'est pertinent et nécessaire en fonction de quoi? En fonction du cap et de l'objectif qu'on s'est fixé. L'objectif fixé dans ce cadre-là, c'est simplement arriver à la révision constitutionnelle. Donc, dans cette optique, la révision peut être, enfin, la prorogation est nécessaire, elle est indispensable, si tant est que tout le monde est d'accord, parce que même si on regarde l'accord politique, je pense que la question de la révision constitutionnelle fait partie, en tout cas, des engagements des partis pour pouvoir avancer et sortir de cette situation. Tout à fait. Donc, si on se place dans cette option, la prorogation devient pertinente, elle devient nécessaire. Sauf qu'il y a une bonne partie de l'opinion publique et beaucoup de personnes également qui ont souscrit à l'accord politique, qui sont rentrées dedans dans l'espoir que cette rénovation, cette révision va se transformer en refondation. Donc il y a 2 points. Si on est du côté de la reconstruction, c'est-à-dire la refondation, on ne peut pas aller vers cette prorogation. Mais si on est du côté de la rénovation simplement, on peut dire que la prorogation devient nécessaire et pertinente. Et l'implication, c'est quoi? C'est que dans cette optique, l'avis de la Cour constitutionnelle, qui a donné l'aval
pour qu'on aille vers cette prorogation est un avis, Étienne l'a dit ici, qui est légal, il faut s'en tenir à cet avis. Cette même Cour constitutionnelle a donné un avis sur la question de l'intégrité du territoire. Donc, parallélisme des formes, on ne peut pas souscrire à l'avis de la Cour qui proroge le mandat et venir s'opposer à l'avis de la Cour qui nous dit qu'il n'y a pas une occupation du territoire national. Donc c'est pour dire simplement qu'on a besoin de fixer le cap et de prendre les outils qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des objectifs qu'on s'est assignés. Les réponses constitutionnelles par rapport à cette situation, elles ne peuvent être que la prorogation. Moi qui me situe dans la reconstruction et la refondation, je me dis que si on va dans cette optique, les réponses constitutionnelles dans le droit constitutionnel formel existent, notamment au niveau de l'article 41 de la Constitution et de l'article 77 aussi de la Constitution. L'article 77 de la Constitution nous amène vers un système de gouvernance via les ordonnances. Parce que le problème dans cet article, c'est qu'il y a une nuance, il y a une conjonction de coordination dedans qui dit que le gouvernement, dans la mise en œuvre de son programme, peut demander une habilitation législative pour prendre des ordonnances dans les matières qui relèvent du domaine de la loi dans une durée limitée ou entre deux sessions. Donc la conjonction de coordination où, souvent dans la lecture, elle est gommée et on pense que l'habilitation législative n'intervient que dans le cadre de l'intercession. Alors qu'elle est prévue, il y a ce cas sans délai qui est prévu. Donc si on veut vraiment sortir de la situation et qu'on est dans l'objectif de la refondation, on peut se baser sur l'article 74 pour aller maintenant vers cette forme de demande d'habilitation législative et mettre en œuvre maintenant tout ce qui est action gouvernementale à travers maintenant un système par les ordonnances. Et la gouvernance à travers les ordonnances, c'est quelque chose de constitutionnellement prévu. Ça ne me fait pas peur. Ça peut faire peur aux politiques qui ne sont pas d'accord peut-être avec la gestion, qui ont des inquiétudes peut-être légitimes. Mais en tant que juriste et légaliste pur et dur, partisan de la refondation, moi je pense que la solution de l'habilitation législative et la gestion par ordonnance me paraît plus conforme à la Constitution, dans la dynamique de la refondation, que celle simplement de la prorogation qui s'inscrit dans la dynamique de la rénovation de la Constitution. Donc les ordonnances aussi, il faut se dire, l'article 74 dans son utilisation peut poser aussi des problèmes. Parce qu'une ordonnance est d'une nature réglementaire. Et cet article, dans deux alinéas, peut-être mal agencés, nous dit que dans le cadre de l'habilitation entre les deux sessions, l'ordonnance doit être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, entre les deux sessions. Nous ne sommes pas dans cette hypothèse. Dans le dernier alinéa, cet article nous dit, n'est-ce pas, que les ordonnances qui n'ont pas été déposées dans le délai initialement imparti ne peuvent faire l'objet d'une modification que par voie de loi. Ça veut dire simplement que ces ordonnances bénéficient d'une forme de ratification implicite. Et si l'ordonnance est ratifiée de manière implicite, elle ne peut même plus faire l'objet d'un contrôle devant le juge administratif. Parce que l'ordonnance perd sa nature administrative et devient une loi. Ça devient carrément un texte de valeur législative. Donc, la gouvernance par ordonnance a ce péché mignon que tout ce que le gouvernement va décider va être ipso facto appliqué, qui n'est même pas attaquable dans le cadre d'un contentieux devant la section administrative de la Cour suprême parce que nous n'avons pas de Conseil d'État. Donc si le gouvernement prend quelque chose en matière d'ordonnance, moi, de ma lecture des textes simplement, cette ordonnance bénéficie d'une ratification implicite qui fait que la chose, elle est partie. Les citoyens n'ont même pas la possibilité de l'attaquer parce que la ratification devient implicite. Les constitutionnalistes vont faire un débat énorme là-dessus, mais ça, c'est mon point de vue qui n'engage que moi. Alors finalement, maître, dans les deux cas évoqués, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'inconvénients. Docteur, s'il vous plaît, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'inconvénients. Alors, quelle est, en définitive, votre position ici? Moi, ma position, elle n'est pas compliquée. Depuis le début des événements 2017 jusqu'à ce jour, je fais partie de ceux qui pensent que nous n'avons pas besoin d'une révision. Nous avons besoin de dépasser la révision et d'aller vers une refondation. Et quand on veut aller vers une refondation, c'est là où on peut même évoquer la question de la constituante. Mais dans le cadre d'un objectif de révision constitutionnelle, parler même de constituante, c'est procéder à un mélange de genres. Le constituant originel, le peuple, ne peut être appelé que lorsqu'on veut refonder. Les constituants dérivés, eux, ils sont là, ils peuvent réviser la Constitution. Donc c'est cette logique qui fait que la question même de la constituante ne me paraît pas pertinente dans une logique de révision de la Constitution.
Mais si on se place dans la logique de la réfaction de la Constitution, de la refondation de la Constitution, on peut aller vers ce schéma-là. Sinon, on va procéder à un mélange. Il faut faire la part des choses. Le gouvernement malien, avec la classe politique qui a souscrit à l'accord politique, ont fait l'option d'aller vers la révision de la Constitution. Et la prorogation des mandats est un outil, un instrument essentiel pour arriver à cette révision. Merci. Donc, accepter la révision constitutionnelle, la prorogation des mandats, on ne peut pas brandir l'article 118 qui est issu du même avis de la Cour constitutionnelle. Parallélisme des formes. Merci, Maître Touré. Docteur Sissoko, prorogation ou pas, pourquoi? Moi, je m'inscris totalement en faux contre tout ce qui a été dit par mes éminents juristes pour lesquels j'ai beaucoup de respect, mais qui, de mon point de vue, ne sont pas fondés. D'abord, dire que tout ce qui est en train d'être entrepris actuellement, c'est dans le seul but d'arriver à une réforme constitutionnelle, cela me paraît exagéré et n'est pas correct du tout. Aujourd'hui, notre pratique démocratique a montré des limites. Et ces limites nous imposent d'aller vers des réformes. Réformes qui ne touchent pas qu'à la Constitution. Mais j'ai parlé tantôt des réformes de notre système électoral. J'ai parlé des réformes de notre système de sécurité, de notre système de santé, de notre système économique. Donc, en gros, de le rejoindre sur le principe même de la refondation de notre État. Et cela a été justement évoqué lorsqu'il s'est agi de mettre en œuvre cet accord politique-là. Parce que l'accord politique, c'est quoi en réalité? Parce qu'il faut qu'on se comprenne d'abord sur cette question de l'accord politique. L'accord politique ouvre la voie pour notre pays à un certain nombre de réformes. Et aujourd'hui, ces réformes-là sont indispensables pour la survie de notre démocratie. J'ai parlé tantôt de la révision constitutionnelle la révision constitutionnelle dont vous avez évoqué, mais qui n'est en réalité que l'aboutissement d'un ensemble de processus comme la refonte, par exemple, du système électoral. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous avons quitté les élections présidentielles, qu'est-ce que nous avons constaté? Il y a eu une crise post-électorale sans précédent dans notre pays. Et la classe politique a refusé justement d'aller aux élections législatives avec ce système électoral et dans les mêmes conditions. Donc du coup, l'option qui s'offre à nous, c'est d'accepter cette ouverture qui s'est faite en nous dans l'accord politique et de nous inscrire justement dans cette dynamique-là. Et c'est cette dynamique qui nous permettra la refondation dont vous souhaitez tant. C'est cette dynamique qui nous permettra d'avoir les réformes que nous souhaitons. Aujourd'hui, la question par exemple de l'accord pour la paix, qui après 4 ans n'arrive toujours pas à être mise en œuvre. Parce que contenant des germes de la partition de notre pays, parce que n'étant pas consensuel, parce que manque d'appropriation. Et aujourd'hui, l'accord politique nous permet d'aller à une conférence nationale, à un dialogue national inclusif, un dialogue politique inclusif, qui ouvrira le débat sur ces questions-là et qui nous permettra enfin de savoir quelles sont les réformes indispensables pour notre pays. Moi, je pense qu'au lieu de se cramponner sur des solutions qui ne tiennent pas debout, parce que l'une des solutions, c'est de donner plus de pouvoir au président de la République, la question fondamentale qui a été soulevée par Maître, c'est de savoir quel est le regard que nous portons sur notre démocratie, quel est le danger qui pèse sur notre démocratie. Justement, le danger, c'est cela. C'est de donner encore plus de pouvoir à un président de la République, donner encore plus de pouvoir en fonction du pouvoir dont il jouisse déjà, le pouvoir législatif. C'est cela qui est dangereux pour notre démocratie. Et si nous avons combattu le projet de constitution en 2017, c'était justement pour contrecarrer des plans comme cela. Donc, de mon point de vue, il y a des solutions qui s'offrent à nous, mais qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas efficientes dans le contexte actuel. N'oublions pas le contexte politique dans lequel nous sommes. N'oublions pas la misère que les populations sont en train de traverser. Un dialogue s'ouvre, ce dialogue nous permettra d'avoir des dates précises sur les élections législatives à venir. Un dialogue s'ouvre, ce dialogue nous permettra d'avoir les réformes indispensables pour la survie de notre pays, pour mettre notre pays sur les rails. Un dialogue s'ouvre, ce dialogue nous permettra de poser les bases et les conditions d'une révision constitutionnelle si cela devait se faire. La révision constitutionnelle, je n'en disconviens pas. Personne autour de cette table n'est contre une révision constitutionnelle. Ce sont justement les contours de cette révision constitutionnelle. Et l'article 118 qui a été évoqué ne peut pas être évoqué si on a l'intégrité de notre territoire. Si le dialogue
inclusif arrive à permettre une révision de l'accord pour la paix, arrive à aller vers la libération totale et définitive de Kidal, par exemple, et de l'ensemble des territoires de notre pays, aucun obstacle ne s'oppose à la révision constitutionnelle. Donc, et je serai de ceux-là qui défendraient une révision à la constitutionnelle. prorogation. Absolument. Parce que c'est la meilleure solution parmi tous les schémas qui ont été proposés. On peut parler des inconvénients de chaque schéma. On a parlé tantôt d'une constituante. Une constituante, c'est quoi? C'est de dire que il y a un vide constitutionnel. Les Maliens se mettent d'accord pour désigner des individus qui vont nous représenter, qui vont former une sorte d'assemblée nationale, une sorte de collège, et pour légiférer pendant un temps. Mais on oublie en même temps de nous dire, ou on refuse d'ailleurs de nous dire, que cela n'est appliqué que dans deux cas. Soit un pays vient de naître, ils ont besoin d'une constitution, on met ensemble des gens et on va vers une nouvelle constitution. Soit il y a un coup d'État, donc un coup à la constitution, et il y a une transition qui s'ouvre, on met en place une constituante pour aller vers l'écriture d'une nouvelle constitution. On n'est pas dans ce cas de figure. Et beaucoup se plaisent à rappeler le cas de 1968, qui en réalité n'a pas suffisamment prospéré pour nous permettre de tirer tous les enseignements nécessaires. Et d'ailleurs, Modibo Keïta a été... il y a eu un coup d'État en 68, quelques mois plus tard, après la mise en place de cette constituante. Donc tout cela, l'un mis dans l'autre, il y a une jurisprudence qui s'est opérée depuis octobre 2018, qui fait aujourd'hui que cette prorogation est légale parce que de l'avis de la Cour constitutionnelle. Cette prorogation, elle est légitime parce que ça nous permettra de consolider les réformes politiques et institutionnelles que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui vont commencer justement à partir du dialogue national inclusif qui s'ouvre dans quelques temps. Merci, docteur Sissoko. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission politique d'Africable, le débat, nouvelle prorogation du mandat des députés, légalité et pertinence avec docteur Mamadi Sissoko, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université, monsieur Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs, maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat, et docteur Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chercheur au CRAPES, Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Messieurs, je vous rappelle qu'il ne nous reste plus que 15 minutes. Docteur Sissoko, vous avez 3 minutes. J'ai quelques précisions à faire. Les circonstances exceptionnelles. Il n'y a pas de vide juridique parce que le président de la Constitution a reconnu des pouvoirs exceptionnels au président de la République en disant, lorsque le fonctionnement régulier et la continuité de l'État sont en jeu, le président peut mettre, à travers l'article 50, ses pouvoirs exceptionnels. À circonstances exceptionnelles, pouvoir exceptionnel. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que dès qu'il met ça en branle, la Constitution est suspendue. Or, c'est de cette Constitution qu'on veut réviser. Donc, quelque chose qui est suspendu, on ne peut pas réviser. Voilà pourquoi on ne met pas en œuvre l'article 50. C'est pourquoi je te dis, ne vous hasardez pas. Quant à vous, vous me dites que quand mon frère Mamata, je vais préciser avec lui que je ne suis pas à l'article d'habilitation. Ce n'est pas la loi, les ordonnances visant l'habilitation. J'ai bien précisé dans la coutume. La coutume, le droit constitutionnel n'est pas seulement le corpus. Il y a des pratiques. Des grands professeurs, je vais lui donner le livre dès demain matin. Il y a des coutumes qui ont précisé qu'un gouvernement, les ordonnances concernant le budget, mais ce n'est pas des ordonnances qui sont validées. On donne l'autorisation de façon explicite au gouvernement d'exécuter son budget parce que le Parlement n'est pas parvenu à décider. Ça, c'est des ordonnances. Il y a beaucoup, la nature des ordonnances est variée. Il ne s'agit pas de l'ordonnance, dans la Constitution française, c'est ce qu'on appelle les ordonnances de l'article 38. Il ne s'agit pas de ça. Alors, il s'agit de... Dans la pratique, un gouvernement qui n'a pas eu le temps de présenter son programme, tel que nous vivons au Mali aujourd'hui, ce cas-là, le gouvernement peut disposer de poursuivre son programme avec l'avis de la Cour constitutionnelle. Il peut le faire. Ça existe, indépendamment
des ordonnances d'habilitation. Et puis demander l'habilitation à une assemblée illégitime, illégale, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc moi je vous dis très sincèrement, quelle a été la pertinence de la première prorogation? Évaluons. Qu'est-ce qui a empêché les élections législatives pendant la première prorogation illégale? Rien. Qu'est-ce que nous dit encore? Que cette prorogation, le dialogue politique dont tu parles, mais c'est déjà tronqué. Qui a nommé le triumvirat? À partir de quel accord? Moi, je ne sais pas. S'il n'y a pas eu de démocratie dans la nomination déjà de ceux qui doivent parrainer ce dialogue politique, moi, j'aurais voulu qu'on laisse à la classe politique et à tout le monde décider un homme ou une femme diriger au lieu de trois. Trois, pourquoi? Attendons voir. Ce n'est pas un dialogue national. C'est un dialogue politique. C'est différent. Ce n'est pas une conférence nationale. C'est un dialogue politique. D'accord. Entre ceux qui sont d'accord. Une minute. Maintenant, ce que je vais vous dire ça, très franchement, le ridicule ne tue pas. Mais je crois qu'il faut respecter ce peuple-là qui souffre trop. Ce n'est pas les violations qui vont nous sortir de là. Nous ne sommes pas une république bananière. Comment peut-on disposer d'une constitution et faire comme si on n'en a pas? Cette constitution, tout le monde parle de révision. Qu'est-ce qui te dit que nous sommes tous d'accord pour la révision? Moi, je ne suis pas d'accord. Personnellement, je ne trouve pas opportun, dans ces conditions, de réviser notre constitution. La constitution de 92 est solide. C'est elle qui nous protège aujourd'hui. C'est elle qui a refondé le Mali nouveau. Le Mali démocratique, c'est la constitution de 92. En 2012, qu'est-ce qui nous a sauvés? Cette constitution. En France, quand il était acculé, la France, en la signature d'Évian, a dit, tant que le Conseil constitutionnel ne donne pas son avis, alors sous réserve. Pourquoi les autres respectent leurs droits, leur peuple, leur constitution? Notre gouvernement, que nous avons mis en place, ne veut pas respecter. La constitution, c'est la volonté exprimée du peuple. Docteur Sissoko, merci. Merci. Vous avez quand même épuisé tout votre temps de parole. Toutes mes excuses. Monsieur Camara, alors quel est votre dernier mot? C'est très rapide. Hein? Ouais. 1 heure, ça va vite. Oui, ok. Bon, moi, en réalité, je voudrais quand même faire comprendre que gouverner par ordonnance, ce serait même économiquement très bien. Parce que ça va coûter moins, n'est-ce pas, à notre peuple. Ça nous fera des économies et peut-être que ça permettra même, n'est-ce pas, de faciliter l'organisation de ces élections-là sur le plan financier. Mais toutefois, au regard, docteur, de tout ce que notre pays a connu comme soubresaut sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, vouloir gouverner aujourd'hui par ordonnance, si cela est constitutionnellement indiqué, alors ça va créer beaucoup de contradictions, beaucoup de remous, et peut-être même nous enfoncer davantage. Et je crois que le président de la République, du haut de ses fonctions, et après avoir écouté l'ensemble de la classe politique, une convention politique. S'il vous plaît, docteur Sissoko, je vous en prie, je vous en prie. Vous avez parlé tout sur le personne ne vous a interrompu. Après avoir, le président de la République, après avoir écouté l'ensemble de la classe politique, s'il a été amené à proposer une nouvelle prorogation, c'est certainement ce qui est opportun aujourd'hui. Parce que l'opportunité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense très sincèrement que si le président, comme vous l'avez indiqué dans l'article 50, moi je ne suis pas juriste, déclarait aujourd'hui les pouvoirs exceptionnels, on va crier à la dictature. Et si, à mon avis, lui-même il ne l'a pas fait, c'est parce que
il tient compte, n'est-ce pas, de tout un ensemble de choses qui font que, alors il serait bien séant, comme on dit, hein, entre deux mots, il vaut mieux choisir le moindre mal. Et à mon humble avis, la question qui poserait le moins, n'est-ce pas, des dégâts sur le plan social et politique aujourd'hui, c'est vraiment, n'est-ce pas, la prorogation. Et je crois que, n'est-ce pas, à partir du moment où il y a eu une première prorogation, alors il faut aller vers cette nouvelle prorogation, mais tout en espérant que la seconde prorogation permette de relever les défis qui n'ont pas été relevés sous la première. Merci, Monsieur Camara. Maître Touré. Oui, ben, le temps imparti est relativement court. Moi, je suis vraiment à l'aise dans ce débat. Toutes les options sont ouvertes. Et j'ai l'habitude de dire que chaque fois qu'on pose mal un problème... Vous avez quand même 3 minutes, c'est beaucoup, là. Oui, non, chaque fois qu'on pose mal un problème, chaque fois qu'on essaie de le résoudre, on le complexifie davantage. Je pense qu'il faudrait qu'on s'entende sur certaines choses. L'une des choses qui ont le plus manqué au Mali, en général, ici, c'est que c'est le problème de compréhension des mesures. Le peuple malien est capable de comprendre les choses si on expose de manière claire et ouverte. Il y adhère en connaissance de cause. Ma présence sur ce plateau, c'est simplement pour apporter ma petite contribution pour qu'on avance un peu sur le sujet. L'article 2 de l'accord politique est très clair. On a fait un choix. On veut aller vers des réformes, y compris la révision constitutionnelle. Y compris la révision constitutionnelle. Donc, la première prorogation n'a pas été faite pour créer les conditions de l'organisation des élections. Elle a été faite pour créer les conditions de la révision. Ça n'a pas marché, on proroge encore pour donner une seconde chance à la révision. Mais dans la foulée, on va également charger la barque avec d'autres réformes. La loi électorale, le mode de scrutin, le découpage territorial, etc. Mais l'objectif principal, il faut qu'on s'entende, le cap choisi, c'est la révision constitutionnelle. On est d'accord là-dessus. À partir de là, la prorogation est un outil indispensable. Personne ne peut le nier. C'est pertinent, c'est nécessaire pour aller vers ça. Est-ce que c'est légal? Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas légal. Mais je l'ai dit, le droit constitutionnel, ce n'est pas que la légalité. Si le peuple malien dans son ensemble, la classe politique dans son ensemble, en tout cas dans sa grande majorité, décide d'aller vers ça, ça peut permettre de résoudre des problèmes, ça n'efface pas pour autant la question de la légalité. La Cour constitutionnelle s'est prononcée. Elle a donné un avis. C'est un avis, en tout cas, qui me conforte. Parce que la Cour a donné un avis par rapport à une situation, c'est sa mission de le faire. Je ne suis pas d'accord. Si on s'en tient à ça et qu'on n'en débatte pas, on doit s'en tenir à tous les avis de la Cour constitutionnelle. L'émission d'un avis n'épuise pas le débat. La fécondité de la démocratie, la vivacité de notre pratique constitutionnelle se trouve mise à l'épreuve dans ces situations. Au Bénin, il y a eu le même problème qui s'est posé. Les députés voulaient aller des mandats de 4 à 5 années. Ils ont proposé la modification, la Cour constitutionnelle est intervenue. Après des manifestations populaires relayées par la presse, 24 recours ont été déposés. La Cour saisie a rappelé simplement aux députés qu'ils ont mandat du peuple souverain. Et ce peuple souverain, dans sa conférence d'entente, dans sa conférence nationale en 90, a décidé de mettre en place une constitution. Et la Cour constitutionnelle, dans le cadre de l'interprétation de cette constitution, doit tenir compte de la volonté de ce peuple lorsqu'il a mis en place cette constitution. Il a dit que les députés ne peuvent pas proroger leur mandat parce que c'est contraire à l'esprit de la conférence d'entente nationale qui a donné lieu à la constitution béninoise. Nous sommes à peu près dans la même situation. Ça, c'est une pratique constitutionnelle béninoise. Mais ce qu'il est important de retenir dedans, simplement, c'est qu'on ne peut pas se permettre de proroger les mandats en violant la Constitution.
même si cela permet de résoudre des problèmes. Encore, il faut le dire clairement. Ça a été dit ici, et je m'en réjouis d'ailleurs, qu'on comprenne ceux qui n'acceptent pas ces écarts avec la Constitution. Ce qui nous met dans des problèmes au Mali, ce qui nous maintient dans des problèmes, c'est l'écart qu'on prend avec les textes. Chaque fois qu'on s'écarte des textes, on crée des problèmes. Et notre option choisie nous oblige à nous écarter des textes, que le peuple malien le comprenne, qu'il suive le mouvement ou qu'il se réserve. En tout cas, nous avons accompli notre devoir d'information. Je vous remercie. Merci, M. Touré, Dr Sissoko. Ce peuple malien a décidé de mettre en place une constitution dans laquelle il est prévu la Cour constitutionnelle, qui a pour mandat de veiller à la légalité des lois qui sont prises dans ce pays-là. Et cette Cour constitutionnelle a donné un avis. Et cet avis est sans appel, qu'on soit d'accord ou pas. Que cela soit clair. Maintenant, est-ce que le fait de donner cet avis épuise le débat? Bien entendu, non. Mais ce débat se fera entre des juristes et sans doute pas avec moi. Je dis tout simplement qu'il faut qu'on se comprenne sur deux choses. Lorsque Dr Sissoko parle de qu'est-ce qui a empêché les élections, je viens tout simplement de lui rappeler les élections présidentielles, la crise post-électorale qui a suivi, le refus de la classe politique d'aller à des élections sur la base de ce système électoral, sur la base de cette loi électorale, qui a besoin d'être réformée. C'est l'avis de toute la classe politique pour aller vers la mise en place d'un organe indépendant et Maître a défendu cette réforme-là de tous ses voeux. Et deuxième élément, lorsque on nous permet d'aller à ces réformes-là, qui nous permettront de refonder ou d'améliorer notre administration, de moderniser notre administration et de permettre enfin à notre pays de respirer. Lorsqu'on veut aller vers ces réformes-là, tous les moyens qui nous permettent d'aller vers ces réformes-là doivent être observés, doivent être épuisés. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on est. On est en train d'aller vers des réformes qui, j'en suis certain, permettront à notre pays de souffler. Le découpage territorial, la révision constitutionnelle, l'application de l'accord après relecture ou après réécriture, je ne sais pas ce qu'on va choisir, c'est à la conférence nationale, c'est au dialogue politique national, c'est au dialogue national, peu importe comment on l'appelle, c'est quand les Maliens se mettront ensemble de la base au sommet pour discuter des problèmes et se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui peut être fait tout de suite. Lorsqu'ils se mettront d'accord sur cela, toute disposition qui nous permette d'aller vers ce résultat-là, moi je m'inscris dans cette dynamique. Et j'en appelle au peuple malien, j'en appelle à mes co-débatteurs, que le dialogue politique qui est en train de s'ouvrir est crucial pour notre pays. C'est l'avenir de notre pays qui est en train de se jouer. Et je les supplie, je les conjure de s'inscrire dans la dynamique de ce dialogue politique-là. Parce qu'on ne peut pas crier que ça ne va pas. On ne peut pas crier de tous ces voeux qu'on veut des réformes. On ne peut pas crier de tous ces voeux que la mauvaise gouvernance nous fatigue et avoir la possibilité de s'inscrire dans une dynamique de réforme et ne pas être capable de saisir cette occasion. C'est le renouveau du Mali qui est en train de se dessiner avec cet accord politique, avec ce dialogue politique. Tâchons de nous inscrire dans cette dynamique. Merci, Dr Sissoko. Nouvelle prorogation du mandat des députés. L'égalité et pertinence était notre thème de ce soir. Mesdames, Messieurs, pour en parler, nous étions avec Dr Mamadi Sissoko, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université. Monsieur Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat. Et Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chercheur au CRAPES, Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Pour ma part, mesdames, messieurs, ce fut un grand plaisir de vous offrir ce numéro de politique, le débat. Merci de rester fidèles au programme d'Africable Télévision. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour d'autres aventures. Portez-vous bien, bonne soirée, bonne semaine de travail. Merci.